des élus. Donc, Nicolas Delay. Présent. Véronique Bidot. Présente. Pascal Martin. Laurence Jonas. Dominique Morin. Lise Bénédy. Florian Guillon. Présent. Marie-Hélène Martin. Agnès Lefortier. Christophe Malandin. Présent. Laurence Nouveau. Stéphanie Dubois. Christine Gorgé. Pierre-Louis Roland. Rémi Pevot. Christophe Tréchaud. David Roy. Sébastien Favardin-Lorrain. Yvain Massard. Cindy Gauche. Amélie Jarre. Elisabeth Dachy. Hubert Ladré. Alors, Monsieur Bérou-Jérôme a donné procuration à Monsieur Saulzé. Arnaud Saulzé. Laurie Barroso, donc, a donné procuration, vous l'avez, donc la procuration à Monsieur... Non, personne n'a de procuration, donc pour Madame... Bon, écoutez, je vais mettre absente. Monsieur Paul Léger et Madame Valérie Thomas. D'accord, donc vous ne savez pas ça va vous donner une procuration ou pas? D'accord, bah écoutez, je la noterai si elle arrive, elle a peut-être un petit peu de retard. D'accord, pas de souci. Donc, je vais donc désigner un secrétaire de séance. Je vous propose, s'il l'accepte, que ce soit Monsieur David Roy. C'est d'accord, Monsieur Roy? Merci. Donc, ce conseil va donc voir le débat d'orientation budgétaire donc pour cette année 2026. Donc, ce débat d'orientation budgétaire doit vous permettre d'avoir donc une vision de l'environnement financier de la collectivité et d'appréhender donc les différents éléments de contexte qui pèsent donc sur la préparation budgétaire de l'année. Pour autant, pour la seconde année consécutive, donc la France s'est retrouvée sans loi de finances qui a été votée dans les temps, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année 2025. En tenant compte également de la mise en place de la nouvelle équipe municipale, suite donc aux élections du 22 mars dernier, c'est dans un exercice de prudence qui devra encore être affiné donc par la suite avec le vote du budget primitif que vous avez réservé donc ce débat d'orientation budgétaire. En effet, nous ne sommes pas en mesure de présenter et d'estimer tous les éléments financiers au plus juste, compte tenu donc du vote tardif de cette loi de finances donc 2026, excusez-moi. Pour autant, les éléments financiers ont été travaillés avec justesse et avec une grande rigueur et permettent ainsi d'établir une situation globale donc des finances de la ville. Le rapport du débat d'orientation budgétaire 2026 donc, vous présente les grandes lignes par sa rétrospective au titre de 2025, mais également par les orientations qui sont élargies et qui devront être ajustées au mieux lors du vote du budget pour 2026. Donc l'année 2025 se caractérise donc par une stabilité des dépenses de fonctionnement, notamment pour les charges courantes et celles qui sont liées aux charges de personnel. Bien que les coûts des matières premières aient une nouvelle fois subi l'inflation, c'est certainement pas encore terminé, la trajectoire d'achat et de contractualisation effectuée durant l'année 2025 pour répondre au bon fonctionnement des services a permis de contenir la masse financière des dépenses de la ville. Toutefois, le volet autres charges de gestion est en augmentation du fait du versement de 2 subventions d'équilibre
qui ont été destinés à participer donc à l'équilibre budgétaire des budgets annexes de la gendarmerie et du budget annexe du centre de santé. Une opération interne qui n'appelle aucun décaissement donc de la trésorerie. Côté recettes de fonctionnement, elles évoluent du fait de la reprise du résultat antérieur qui a permis d'apporter un réel soutien financier sur le budget ainsi que par la perception des taxes additionnelles aux droits de mutation qui ont été légèrement plus favorables que les prévisions attendues. Le soutien de la Caisse d'allocation familiale pour les actions menées par le centre social aide également la ville à maintenir des activités toujours tournées vers les familles. Pour autant, la ville continue de perdre des dotations, on le sait bien, et le soutien de nos partenaires territoriaux a été amoindri aussi compte tenu aussi de leur budget et compte tenu des difficultés des collectivités à tenir elles aussi leur équilibre financier, des budgets contraints pour tout le monde. La projection du budget 2026 s'appuie sur une vision prudentielle et nécessitera donc, durant l'année, un travail d'ajustement si besoin, sous forme donc de décisions modificatives. Concernant donc la fiscalité directe locale, la revalorisation des bases pour 2026 s'établit à plus 0,8%. Pour rappel, l'évolution des bases est assise sur l'évolution de l'indice des prix harmonisé. Le produit des contributions directes pourrait être estimé à près de 4 960 000 €, hors évolution mécanique des bases non connues encore à ce jour. Les bases fiscales en matière de taxes d'habitation et de taxes foncières sur les propriétés non bâties sont en baisse. Pour autant, il sera proposé lors du vote du budget, afin de tenir compte de la situation du moment, avec, comme vous le savez, les hausses du carburant. Bon, ça devrait s'améliorer si, comme on le sait, le détroit est enfin ouvert. Ça devrait peut-être voir une légère baisse à la pompe. Forte inquiétude sur une éventuelle hausse des produits, notamment effectivement alimentaires. De maintenir autant que faire se peut donc le pouvoir d'achat des Voséliens en n'augmentant pas de nouveau cette année le taux d'imposition de la part communale des impôts et en maintenant les tarifs des services municipaux au même niveau que ceux de l'an passé. Parce qu'effectivement, comme nous le savons, le pouvoir d'achat des Voséliens comme pouvoir d'achat des Français n'est pas en hausse actuellement, notamment avec les frais de transport pour aller travailler et autres. En ce qui concerne les dotations d'État, donc la dotation globale de fonctionnement, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation, l'évolution tend une nouvelle fois vers une baisse de ces recettes compte tenu de l'écrêtement effectué chaque année sur la dotation forfaitaire de la commune. Puis bon, l'heure est aussi aux économies au niveau de l'État, donc certainement que nous aurons aussi une baisse de nos dotations. Donc on s'y attendre. Cependant, pour l'heure, nous sommes dans l'incapacité d'évaluer au plus juste ces ressources. La projection budgétaire des dépenses de fonctionnement qui s'élève à 11 843 269,91 € en budget total pourrait mettre en évidence les données suivantes. Donc, le maintien, voire la baisse raisonnée des dépenses de fonctionnement, afin de contenir la poursuite des hausses tarifaires des prestations et des matières premières qui impactent chaque jour les achats courants de la ville, des mesures d'optimisation des achats et des contractualisations vont être amplifiées, telles que les groupements d'achats qu'on va favoriser pour les achats d'énergie, la mise en concurrence des fournisseurs qu'il faut que nous voyons pour les achats courants, ou encore la gestion des contrats de prestataires. Il faut effectivement que nous revoyions régulièrement des contrats, notamment des contrats d'assurance. La prise en compte d'une nouvelle augmentation des charges de personnel, due notamment à la poursuite de l'augmentation du taux de la CNRACL qui devrait augmenter jusqu'en 2028 pour atteindre 43,65% au lieu des 37,65% qui sont applicables depuis le 1er janvier 2026. L'augmentation importante des primes d'assurance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, envers les collectivités suite à la mise en œuvre d'un marché d'appel d'offres, la prise en compte de la subvention d'équilibre pour le budget annexe de la gendarmerie
ainsi que pour le budget annexe du centre municipal de santé. L'évolution des logiciels, aussi métiers, qui sont indispensables pour la bonne gestion des services. Chaque fois, c'est vrai que tous ces logiciels évoluent au fur et à mesure. Donc, pour être au top, il faut toujours avoir des logiciels qui soient remis au goût du jour. Le regarnissage en billes de liège du terrain de football synthétique, on sait qu'il était un peu dégradé. Donc, il faut effectivement le remettre en état. La prise en compte de prestations pour l'entretien du cimetière et des locaux, donc comme le centre social et la salle André Malraux. Le résultat excédentaire net 2025 du budget de fonctionnement s'établit à 1 973 069,91 €, soit une baisse de près de 46 000 €. La programmation des investissements, quant à elle, va s'orienter cette année sur des actes essentiels pour la ville et pour les habitants. Donc l'entretien de la voirie, donc avec la mise en place d'un plan pluriannuel de travaux qui sont ciblés principalement pour l'année 2026 sur beaucoup de réfections de trottoirs et de chaussées. Une étude qui va porter sur la rénovation et la réhabilitation des locaux donc de l'ex-gendarmerie, quand les gendarmes vont intégrer évidemment la nouvelle gendarmerie, pour créer donc un tiers-lieu qui permettrait donc de créer des liens intergénérationnels, la reprise des concessions au cimetière, la réalisation évidemment de petits travaux et l'acquisition d'équipements au cours de l'année. Les dépenses obligatoires, telles que le remboursement en capital des emprunts, donc les travaux en régie, les subventions d'équipement, entre autres, représentent 800 000 €. L'autofinancement, les amortissements qui sont compris, pourrait s'élever à 995 000 €. Donc, il est cette année proposé de marquer une pause sur l'investissement des grands projets pour permettre d'une part de terminer donc les investissements en cours, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la gendarmerie, et puis d'autre part donc de mettre en place ce nouveau plan annuel, pluriannuel, donc des investissements, afin de permettre d'étaler la programmation des investissements qui sera proposée tout au long de la mandature, donc 2026-2032. La réalisation des opérations d'investissement devra, comme pour le passé, être accompagnée donc de recherche de subventions, et puis afin de minimiser effectivement et préserver donc notre capacité d'autofinancement de la ville. Il ne vous est pas proposé de recouvrir à l'emprunt pour l'année 2026, comme on n'a pas de nouveaux projets dans l'immédiat. En général, nous, on fait toujours un emprunt qui corresponde à un projet. La ville poursuit son désendettement et son niveau de capacité de désendettement s'oriente toujours en dessous du seuil légal qui est porté donc à 12 ans. Concernant les budgets annexes, il sera mené une réflexion sur la zone des Comailles et sur la zone des Carpeaux. Donc, une étude a été effectuée donc, concernant l'aménagement d'habitat au Carpeaux, qui serait complémentaire donc, à l'émergence effectivement du nouveau quartier avec l'arrivée de la nouvelle gendarmerie, donc la création d'un écoquartier. On avait envisagé 70 nouveaux logements. Quant à l'aménagement du secteur des Comailles, qui était déclassé lotissement à caractère commercial, donc la ville pourra réfléchir donc à une nouvelle stratégie d'aménagement de cette zone, tout en tenant compte évidemment de la loi ZAN. Donc les Comailles, il y a une petite coquille sur l'annexe, c'est 5 hectares pour les Comailles. La réalisation de la caserne de la nouvelle gendarmerie ainsi que les logements attenants devraient être livrés courant juillet 2026. Je pense que la date est... On est dans les temps au niveau de la date. Donc après, évidemment, la ville pourra percevoir les loyers concernant cette nouvelle gendarmerie. Par ailleurs, donc, la ville a en gestion le centre municipal de santé qui va poursuivre donc, ses perspectives pour à la fois répondre à une demande criante des habitants face au manque de médecins et spécialistes donc, sur le territoire et poursuivre évidemment l'équilibre de la gestion de la structure. C'est vrai que c'était une année, donc évidemment, il y a eu un déficit important, mais on va tout mettre en œuvre pour justement augmenter la patientèle et réduire considérablement ce déficit. Puisque maintenant, concernant le centre municipal de santé,
il y a donc les aides médicales qui peuvent intervenir. Donc, ça libère aussi des créneaux supplémentaires, des créneaux de rendez-vous supplémentaires pour augmenter donc la patientèle. Et puis, on a le logiciel aussi qui permet aux patients d'avoir des médecins traitants référents qui va en augmentation. Donc, pour mener à bien ce débat, donc un rapport des orientations budgétaires pour 2026, et donc vous l'avez eu dans vos annexes. Donc, ce dossier a été examiné en commission des finances et de la santé donc lors de la commission du 2 avril. Donc, il vous est donc proposé d'avoir un débat concernant ce DOB 2026 de notre ville. Oui, monsieur Saulzé. Est-ce que ça fonctionne? Non, il faut appuyer. Voilà. Il faut que je m'habitue au micro. Je ne sais pas si ça fonctionne, si on m'entend. Oui, Bon, on bah, vous entend bien. Bien. Alors déjà en préambule, je tiens à excuser monsieur Bayrou qui avait pris un engagement depuis longue date. Donc si vous me permettez une petite blague. Heureusement qu'il n'a pas été élu finalement. Il n'y a pas de souci. Non, je plaisante évidemment. Donc on a travaillé donc ce DOB aussi donc avec le groupe et avec monsieur Bayrou qui est absent ce soir. Donc ce qu'on va présenter, c'est le travail de toute notre équipe de l'avenir de Varennes-Vauzelles. Donc madame le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mes chers collègues, le débat d'orientation budgétaire que nous examinons aujourd'hui est en principe un moment essentiel. Il doit nous permettre de comprendre précisément la situation financière de notre commune afin d'éclairer les choix à venir. Alors, comment débattre d'orientation budgétaire sans disposer d'une vision claire et actualisée de la situation financière réelle? À ce stade, nous ne disposons pas encore du compte financier unique qui nous sera présenté la semaine prochaine en commission, il me semble, au prochain conseil municipal. Car sans cet élément fondamental, le débat que nous avons aujourd'hui risque d'être au mieux incomplet, au pire orienté. Or, la transparence financière n'est pas une option, mais bien une exigence démocratique. Et au-delà de nous, élus, c'est aussi aux Vauzelliens que cette transparence est due. Le document présenté met donc en évidence un contexte économique et institutionnel contraint, une faible croissance, une inflation encore perceptible et des finances publiques dégradées, une incertitude liée à la situation politique nationale et internationale. Alors, vous me dites, le détroit, pour l'instant, est ouvert, mais jusqu'à quand? Tout cela pèse effectivement sur les collectivités, ça, personne ne peut le contester. Mais au-delà de ce constat, que nous partageons en partie, il nous semble important d'aller plus loin dans l'analyse. À la lecture de ce document, on a le sentiment que la situation actuelle serait essentiellement la conséquence de facteurs extérieurs. Or, la réalité est bien plus complexe. Une partie des contraintes que nous connaissions aujourd'hui résulte également de choix internes, de décisions prises ces dernières années. Alors que je m'explique, les chiffres sont clairs, les charges de personnel représentent plus de 60% du budget de fonctionnement et près de la moitié du budget total, quand la moyenne nationale s'établit entre 42 et 45% dans des communes de la même strate. Les dépenses de gestion progressent notamment sous l'effet de subventions d'équilibre à certains services ou structures. Par ailleurs, certaines politiques publiques, même si elles peuvent répondre à des besoins réels, engendrent des coûts durables qui viennent rigidifier notre budget, comme le maraîchage ou le centre de santé. Nous sommes donc face à une situation où une grande partie des dépenses est désormais contrainte. Et dans le même temps, nos recettes évoluent peu. La revalorisation des bases fiscales est faible, les dotations de l'État diminuent dans la durée et les marges de manœuvre fiscales restent limitées. Le document évoque lui-même un risque d'effet ciseau dont nos finances municipales prennent inexorablement le chemin. C'est un point d'alerte majeur, car cela signifie à terme une réduction progressive de notre capacité d'action. Autre élément important, l'investissement. Il est indiqué que le programme reste à définir et qu'un niveau d'investissement minimal est envisagé pour 2026. Dans le même temps, la situation d'endettement de la commune est saine, avec une capacité de désendettement d'environ 4 ans. On attribue quand même quelques bons points.
De rien. Pourquoi une telle prudence alors même que des marges existent, Nous comprenons de nos échanges en commission que le moindre euro supplémentaire de remboursement serait une charge financière insurmontable. Dans le même temps, on nous annonce un projet de rénovation de la future ex-gendarmerie pour un lieu de rencontre intergénérationnelle dont le coût avoisinerait à ce stade 275 000 euros, 25 000 d'études et 250 000 pour le projet. Projet qui, bien que l'on puisse comprendre le sens dans une commune où la moyenne d'âge est vieillissante, ne sera à terme qu'un coût de fonctionnement supplémentaire qui viendrait alourdir encore notre budget de fonctionnement. On nous parle finalement toujours en commission d'une rénovation complète d'une école maternelle avec architecte. La question des écoles, évidemment, elle est essentielle. Personne ici ne conteste la nécessité d'entretenir, de rénover et d'améliorer nos équipements scolaires. C'est une priorité que nous partageons pleinement et que nous avons portée durant la campagne. Mais au-delà de la rénovation elle-même, c'est la cohérence globale des choix qui doit être interrogée. Nous faisons face depuis plusieurs années à une baisse des effectifs et à des fermetures de classes décidées par l'éducation nationale. La fermeture en catimini de l'école Jacques Prévert en a été un exemple et l'actualité récente à l'école Romain Roland nous l'a encore rappelé. Dès lors, comment adapter notre politique d'investissement scolaire à une réalité démographique en évolution ? Le projet évoqué de rénovation importante de l'école Pauline Cargomar, dont les effectifs restent aujourd'hui limités, mérite à ce titre d'être analysé avec prudence. Il ne s'agit pas de remettre en cause la nécessité d'investir dans nos écoles, mais de s'assurer que chaque euro investi correspond à un besoin durable, qu'elle s'inscrit dans une vision à moyen et long terme et qu'elle ne risque pas demain d'être fragilisée par de nouvelles fermetures de classes. Nous portons donc une exigence de rénover de manière pertinente et soutenable. Nous comprenons la nécessité de sécuriser les équilibres financiers, mais nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une logique de simple gestion, qui plus est lorsque les choix politiques nous paraissent hypothéquer l'avenir de Varennes-Vauzelles, sans jeu de mots avec le nom de notre groupe. Au fond, la question qui se pose est: voulons-nous subir les contraintes ou les maîtriser ? Pour notre part, nous pensons qu'il est possible d'adopter une approche plus volontariste, à condition d'être rigoureux et lucide. Investir pour engendrer des économies de fonctionnement à terme nous semble être la seule politique viable dans le contexte que nous avons décrit avant. Cela suppose d'abord de clarifier nos priorités en concentrant nos moyens sur ce qui est réellement structurant pour la commune. Et cela suppose ensuite d'interroger certaines dépenses, non pas par principe, mais pour s'assurer de leur efficacité et de leur soutenabilité dans le temps. Cela suppose enfin de redonner une ambition à l'investissement en ciblant des projets utiles, financés de manière responsable. Et c'est sans doute là que réside notre principale interrogation aujourd'hui. Au-delà de la prudence affichée, quelle est la vision pour notre commune dans les années à venir ? Je vous remercie. Merci, Monsieur Saulzé. Donc, je vais essayer de reprendre quelques-uns de vos propos et puis je vais demander aussi à Madame Bidot, donc l'adjointe aux finances, de compléter mes propos. Donc, vous parlez déjà des charges importantes de personnel. Effectivement, les charges de personnel sont importantes, mais donc, nous voulons un service public de qualité à Varennes-Vauzelles. Donc, pour avoir un service public de qualité, il faut avoir du personnel. Et je trouve, moi, au jour d'aujourd'hui, qu'on ne peut pas encore répondre à tout parce qu'il nous manque malgré tout du personnel dans certaines équipes. J'ai d'ailleurs vu récemment les équipes de la régie qu'il faudra étoffer, puisque, comme vous le savez, vous avez fait aussi campagne. Ce qui nous est demandé, c'est que la ville soit propre, qu'il n'y ait pas d'herbe sur les trottoirs, que les trottoirs soient toujours entretenus. Donc, effectivement, pour entretenir les trottoirs, il nous faut non seulement du personnel, il nous faut aussi du matériel. Donc, effectivement, tout ceci a un coût. Concernant le maraîchage, effectivement, c'est un choix politique. Je laisserai peut-être aussi la parole à M. Morin concernant le maraîchage. C'est vrai que nous voulons que nos aînés aient des produits de qualité, des légumes de qualité pour l'élaboration de leur repas. Donc, effectivement, le maraîchage leur permet d'avoir des menus équilibrés avec des produits frais. Donc, c'est un choix politique, effectivement. Ça coûte un peu, mais c'est un choix politique que nous faisons.
L'effet ciseau, moi je pense qu'on en est quand même assez loin de l'effet ciseau. Justement, en 2021, on l'a approché à cause de la crise sanitaire, mais là, on est assez loin quand même. On vous donnera d'ailleurs, je pense, pour le prochain conseil, justement des tableaux qui vont pouvoir vous permettre de voir où nous en sommes par rapport à, en toute transparence, justement, pour que vous puissiez vous rendre compte où nous en sommes au niveau de nos finances de la ville. Vous parlez aussi de la rénovation des écoles. C'est vrai qu'on a commencé par l'école Kergomar. On sait que ça va être très long de rénover tous les bâtiments publics. C'est aussi un coût important. Donc il faut effectivement on a privilégié l'école Kergomar, de commencer des travaux de rénovation énergétique. On va continuer dans ce sens. Vous avez parlé aussi des classes. J'ai été défendre moi-même, il n'y a pas très longtemps, auprès de madame la directrice de l'académie, la classe de Romain Roland. On vous en remercie, c'est un sujet... Voilà, donc on s'est toujours battu pour éviter la fermeture des classes à Varennes-Vauzelles. On va continuer dans ce sens. Effectivement, il faut qu'on puisse avoir des arguments. Je vais essayer d'avoir les bons arguments pour pouvoir éviter ces fermetures de classes. Mais vous savez que c'est au niveau national, effectivement, il y a beaucoup de fermetures de classes, mais on va faire en sorte qu'à Varennes-Vauzelles, on puisse être épargné cette année. Vous avez parlé aussi du local de la gendarmerie, de l'ex-gendarmerie. Effectivement, c'était aussi un choix politique que nous avions porté durant notre campagne électorale. C'est vrai que c'est pas un très grand local. Après, je sais pas au niveau si on le mettait en vente, ce qui pourrait nous rapporter vraiment, parce que c'est pas un local. Il y a une salle de réunion. Je sais pas si vous les connaissez, les locaux. Il y a une salle de réunion en sous-sol. Il y aurait beaucoup de travaux de rénovation déjà rien que pour le vent, je pense. Comment? Il y a les cellules, oui. On peut pas forcément se servir des cellules, effectivement. Tant que c'est pas pour mettre des opposants, ça me va. Non. Donc il y a effectivement quelques travaux à prévoir. Après, je pense qu'avec un coût minime, on peut quand même accueillir les personnes âgées pour faire un lieu un peu de convivialité. Je vous dis pas qu'on va faire des travaux d'envergure dans un premier temps, mais effectivement, on pourra faire quelques travaux, même avec la régie, pour essayer de faire un lieu de convivialité pour des rencontres intergénérationnelles. C'est vrai qu'on avait prévu aussi des rencontres avec la jeunesse, donc c'est vrai que c'est un choix politique que nous avions fait. Puis je vais passer la parole peut-être pour d'autres points que vous aviez émis à Madame Bidot, si elle veut revenir sur certains, pour l'investissement, ou certains points que vous aviez demandé. Non, j'avais juste une question par rapport à ce que vous avez dit, par rapport notamment au service public et au nombre d'agents. Ça, je suis d'accord avec vous qu'on a besoin d'un service public efficace. Est-ce que, alors comme nous, on a eu l'occasion, et on vous remercie d'avoir pu rencontrer les directeurs de services qui nous ont présenté un petit peu le mécanisme de la ville. Est-ce qu'il serait possible aussi, nous, d'avoir la connaissance du nombre, de l'évolution des effectifs depuis 2020, par exemple, afin qu'on puisse... Voilà, écoutez, je vous propose justement, on va faire effectivement, on vous donnera des fiches des services mises à jour, effectivement, avec le nombre d'agents. Okay. Et vous verrez qu'à la régie, notamment, il y a beaucoup d'agents qui sont ou en maladie ou qui sont en restriction. Et il faut qu'on étoffe assez rapidement ce service et puis d'autres services également. Donc, non, mais on vous donnera un état des lieux, il n'y a pas de souci. Parfait, merci beaucoup. Merci. Monsieur Léger. Oui. Arnaud, non, pas pour longtemps. Donc, je partage... Arnaud va être content, tout à fait, son analyse. Moi, je voudrais revenir sur l'effet ciseau, ça vous fait pas peur, mais à aucun moment, vous avez parlé de nouvelles recettes. Donc, comme vous avez dit, et on va droit dans ce sujet où tout augmente, donc à un moment, il va falloir aussi trouver des recettes. C'est ça, cet effet ciseau. Tout à fait. Voilà, donc quelle recette? C'est ma question. Et après, je vous en poserai une autre, mais allez-y.
Trouver des recettes pour le centre municipal de santé, je m'en suis expliqué. Donc, il faut qu'on retrouve effectivement de la patientèle pour augmenter le nombre de patients qui vont, qui vont aller au centre municipal de santé, qui vont prendre le centre municipal de santé comme médecin traitant référent. Donc, on est en bonne voie. Ça a augmenté. Je vous donnerai plus de chiffres justement au prochain conseil concernant le centre municipal de santé. On a aussi le projet d'avoir un médecin junior. C'est pareil, c'est en bonne voie, donc ça va augmenter encore la patientèle. Et puis aussi un infirmier en pratique avancée qui pourrait prendre en charge les personnes qui ont des maladies chroniques. Et donc, c'est une patientèle aussi qui pourrait ne plus être à la charge des médecins et donc augmenter eux-mêmes leur patientèle et être prise en charge par cet infirmier. Donc, on a effectivement réfléchi à augmenter la patientèle au cours de cette année qui s'annonce pour avoir plus de recettes. Moi, je vous parle du centre municipal de santé. Oui, voilà. Mmh. Mais j'espère que ça va évoluer, le centre municipal de santé. Mmh. Mais les aménagements qu'il va y avoir, ce sera dans un premier temps, c'est pour combler pardon, le déficit actuel Mmh. du centre de santé. En France, les centres de santé, en moyenne, ça va de 150 à 300 000 le déficit. Donc nous, on est quand même sur la plage haute, puisque c'est ce qui s'est dit qu'on était à 300 000. Mmh. Donc on est sur la plage haute. Mais pour cet effet ciseau, on va laisser le centre de santé de côté. Mmh. Pour tout ce qui augmente dans les dépenses donc courantes, quelles recettes vous allez mettre en face? Là, on va laisser le centre de santé de côté, quoi. Mmh. Puisque ce qui va s'améliorer au centre de santé, ce sera pour couvrir le déficit. Mmh. Tout à fait. Parce que si... j'ai fait des recherches, hein, Mmh. parce que je n'étais pas au conseil, mais dans ce qui a été présenté à l'époque, on ne parlait pas d'un déficit la première année de 300 000. Mmh. Un déficit de 300 000, ça équivaut à peu près à 150 € par habitant. Hein. Un truc comme ça. C'est vrai que une c'était fourchette. difficile de se prononcer parce qu'il fallait attendre vraiment une année complète pour savoir justement. Je suis tout à fait d'accord. Mmh. Mais en recherchant dans les comptes rendus de conseil, je pense que tout est marqué dedans, hein, ces derniers temps, puisque en septembre, il avait eu 1 an, à aucun moment, ça a été trop abordé, le sujet, quand même. Mmh. Puis c'est Alors- vrai qu'on a eu un grand décalage aussi dans la perception des subventions du centre municipal de santé. Entre le moment où on a établi les dossiers de demande de subvention, on a eu un grand décalage et là, justement, tout va arriver pour... Ah bah oui. Voilà. Non, mais Donc- je ne dis pas, mais c'est vrai que, en général, quand on fait un investissement, peu importe, hein, le particulier, n'importe qui, au bout d'1 an, on regarde tout de suite ce que ça donne, quoi, l'équilibre. Hein. Alors, Une piscine aussi, une piscine municipale aussi, c'est un déficit. ah non, Après, mais ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est certain qu'une piscine, toutes les villes qui ont une piscine, c'est un déficit. Voilà. Il vaut mieux avoir un casino qu'une piscine, hein, je vous assure tout de suite, c'est sûr. Hein. Mais là, c'était juste pour savoir, parce que s'il n'y a pas de recettes supplémentaires à venir, l'effet ciseau, c'est entre 2 et 4 ans. Vous allez être Non, d'accord c'est avec beaucoup moi. plus loin dans le temps, je vous rassure, monsieur Léger. Ah bah, j'ai demandé, hein, je ne suis pas assez compétent, hein, on a tous nos limites. Hein. Moi, c'est ce qui est ressorti. Hein. Après, pour ça, je vous pose la question. Justement, vous aurez accès au tableau lors du prochain conseil. On vous donnera le tableau exact et vous verrez qu'on est encore loin de l'effet ciseau. Bah, tant mieux. Et on espère aussi que l'État va pas nous réduire comme peau de chagrin encore, parce que bon, c'est vrai que c'est difficile aussi de faire des investissements quand l'État nous contraint toujours en nous enlevant des dotations et qu'on est toujours, évidemment, on ne peut pas investir autant que nous le voudrions suite aux contraintes de l'État qui sont sans cesse... Ah, mais je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. C'est certain que les investissements de l'État sont peut-être pas C'est pour mis ça au qu'on bon a voulu endroit. faire un budget prudent pour cette année au niveau des investissements. Malheureusement, on ne pouvait pas aller au-delà. Et
disons, On a mis sur la voirie, comme on l'avait aussi proposé, parce que c'est vrai que lors de la campagne, vous comme nous, vous avez dû entendre que le souci des Voséliens, c'était aussi l'entretien des voiries et des trottoirs. C'est revenu souvent. Donc c'est vrai que là, on a voulu insister sur l'entretien des voiries et des trottoirs en mettant un budget supplémentaire conséquent et en faisant un diagnostic des endroits les plus urgents, justement, pour... ah, mais tout à fait, je reconnais que votre Mm. prévision de budget est prudente, il n'y a pas de souci, mais il y a une incertitude, quoi. Mm. Et l'incertitude, c'est toujours... Pardon, juste avant que vous posiez votre question, je voudrais juste répondre à Monsieur Léger. Dans la précédente mandature, quand on a travaillé sur le centre de santé, on a fait appel à la fabrique des centres de santé, justement, qui nous a accompagnés dans le projet. Et nous avions bien conscience qu'il y aurait un déficit. On le savait dès le départ. Ce sont des projets qui ne sont pas rentables, si on peut dire, malheureusement, tout de suite. Il faut bien compter au minimum 4 à 5 ans. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un point de fiscalité supplémentaire de 150 000 € à l'année. Donc oui, effectivement, le déficit voilà, il est là, il existe, on en a bien conscience. Le tout, c'est de travailler aussi sur certains points. Madame le maire vient de vous expliquer avec le recrutement, avec des nouvelles prestations que j'aurai l'occasion, moi, de vous présenter prochainement dans la commission des finances et de la santé. Mais oui, effectivement, il y a un déficit. À nous de travailler dessus. Mais encore une fois, c'est un projet qui reste dans l'ordre des choses prévues par la fabrique des santé et l'étude qu'on avait pu faire à l'époque, dont on pourra vous donner également les documents si par hasard l'équipe précédente ne vous l'aviez pas donné. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je vous disais tout à l'heure, ça va être 150 à 300. Hein, mais on est dans la fourchette haute, quoi. Mm. Donc, il faut peut-être étudier, voir quelque part qu'est-ce qui cloche, quoi. Mm. Moi, j'ai une question aussi, justement, pour la santé. Mm. Je ne suis pas un spécialiste de la santé, mais les médecins qui arrivent en fin de cursus, ils font, on va dire, ils sont un peu internes, donc ils font des stages dans... Est-ce qu'il y en a qui en font à la maison de santé, par exemple? Parce que si pendant 6 mois, vous avez un jeune médecin qui est là en double, je ne sais pas trop comment... désolé sur l'expression, hein, je n'emploie sûrement pas les mots exacts, mais quelque part, vous allez le fidéliser. Il aura peut-être envie de rester. Alors que si vous n'avez pas de stagiaire, bah, à part s'il est né à Varennes-Vauzelles, il va peut-être pas avoir envie de venir à Varennes-Vauzelles. Mais ça peut être une solution pour essayer de les faire venir et de les garder. Nous avons effectivement cette chance d'avoir des médecins expérimentés qui sont maîtres de stage et qui pourront accueillir effectivement des internes. Et donc, effectivement, il y a des internes qui sont prévus, qui vont arriver en complémentarité des soignants et qui vont également augmenter la patientèle. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais c'est prévu qu'il y en ait. Non, c'est prévu, puisque D'accord. justement, on a cette chance d'avoir des médecins qui sont maîtres. Il y a déjà eu une interne qui est intervenue. Hein. Non, mais je vous pose la question, parce que Mais, c'est une façon de fidéliser et puis d'essayer de garder un médecin qui est venu pendant 6 mois. Bah, du coup, il peut Tout avoir à envie fait. de rester, quoi. C'est ce qui s'est passé pour le médecin de Coulanges qui a fait son stage à Saint-Éloi et du coup, il est resté... j'allais dire dans le quartier, désolé, dans l'agglomération. c'est ce qui va nous permettre aussi d'accueillir un médecin junior prochainement. D'accord, merci. Monsieur Ladré, vous aviez une question? Oui, c'est pas vraiment une question, c'est une demande d'information. Oui. Vous avez parlé de la voirie. C'est là où vous allez faire le plus gros investissement de l'année 2026. Vous nous avez dit que vous avez fait un état des lieux. Donc probablement que vous avez aujourd'hui un programme. Est-ce que vous avez les outils administratifs pour dépenser 600 000 € en une année? Ou sinon, ça sera qu'un affichage politique des 600 000 et en fin d'année, on n'aura rien dépensé? Non, ce n'est pas du tout un affichage, monsieur Ladré, je vous rassure. Il y a effectivement
des travaux à mener sur la voirie. Et il y a un plan pluriannuel qui va être mis en place. Vous avez les marchés qui vont bien? Comment? Vous avez des marchés pour faire ces travaux? Bah bien sûr, bien sûr. Hein, donc je vais peut-être aussi passer la parole à monsieur. Vous avez un marché, il est plafonné à 300 000 euros. Il y aura une commission, me dit monsieur Martin, le Ouais. 20 avril, donc vous aurez tout le détail, Pour tous faire les des, éléments du pour faire des plan. travaux intelligents, il faut qu'ils soient finis avant fin septembre, début octobre. Mhm. Après, on arrive dans une période humide, avec des sous-sols à Varennes-Vauzelles qui sont assez faibles. On le voit bien quand vous avez fait Henri Choquet. Aujourd'hui, la dernière tranche, elle est déjà en mauvais état alors qu'elle a 2 ans. Justement, vous pourrez nous faire partager votre expérience, notamment à monsieur Martin, lors de la prochaine commission. Oui, Ça sera. Oui, bien sûr que oui. Mais faisons administrativement les marchés nécessaires et suffisants pour faire ces travaux et pas afficher facialement 600 000 et faire des je vous reports. rassure. Avec ces reports, réafficher des grosses sommes. Non, c'est pas ce ne sera pas du tout fait comme cela, monsieur Lapré, je vous rassure. C'est très bien. C'est vrai qu'il y avait déjà eu, on avait déjà fait un état des lieux à une période, c'était même la Poste qui l'avait fait. Parce que bon, c'est... Vous êtes un vrai? Non, du tout. Je ne vous permets pas de dire ça. Mais pour le coup, c'était la Poste qui avait fait ce travail de diagnostic de toutes les voiries de la ville. Ils savent faire ça, la Poste? Comment? Ils savent faire ça, Ah la Poste? oui, justement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il me semble qu'ils avaient tellement bien fait ça qu'ils avaient dit que la rue Jacques Duclos était en bon état, avant les travaux. Il disait qu'elle n'était pas, que c'était pas la pire. C'est sûr. Mais bon, On joue sur les mots. voilà. Et la Donc, fédération- non, mais on a déjà, puis on a quand même des services aussi qui peuvent aussi eux-mêmes juger de l'état de la voirie et puis mettre en avant les plus urgentes. Ouais. On Autrement, en a des pour- professionnels aussi. Donc, il n'y a aucun Autrement- souci. Autrement, pour les petits trous, la Fédération française des motards à colère, elle a un petit peu décoré les routes il y a un mois à peu près. Là. À le bas de la rue Henri Choquet, Four-de-Vaux, là, et je pense qu'ils ont dépensé beaucoup de peinture. Et moi, j'avais une dernière question, précision sur la gendarmerie, parce que vous avez dit, tu avais noté 3 juillet, le projet d'ouverture au 3 juillet. Moi, je voudrais savoir où on en est au niveau des travaux, parce que il y a les entreprises locales qui s'inquiètent un petit peu sur le déroulement du chantier. Ce matin, il y a eu une réunion de chantier. Il n'y avait pas la présence du maître d'ouvrage ni de présence d'élus sur le chantier. Et, voilà, ça s'inquiète un petit peu sur les retards que peut prendre le chantier. Écoutez, je vais peut-être passer la parole à monsieur Martin qui est en charge des travaux de la ville. Je ne pense pas qu'il y ait de soucis particuliers. Oui, bonsoir. Il n'y a pas de souci particulier. Alors, les travaux, ça sera certainement juste pour début juillet, effectivement. Mais j'étais pas présent ce matin à cette réunion parce que j'étais en réunion avec Madame le maire pour justement des travaux. Donc, il y avait un technicien de la ville qui y était, rassurez-vous, il n'y avait pas personne. Et donc, les travaux suivent leur cours. Alors, c'est vrai que je ne comprends pas trop les entreprises locales qui ont des soucis parce que ce n'est pas la peine de pigner de la tête, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais les travaux suivent. Alors, parfois, les entreprises ne sont pas dans les délais, mais c'est de leur faute. Elles ont du mal à recruter également. Elles ont du mal à trouver des employés pour faire les travaux correctement. Et voilà, mais autrement, les travaux, ça suit leur cours. S'il y a des soucis, on en parlera de toute façon plus brillamment le 20 avril à la commission travaux. Mais a priori, tout se passe plutôt bien. Vous avez vu que ça a été planté, que la voirie avance, tout ce qui est VRD avance. Et donc, voilà. Donc, il n'y a pas de souci particulier a priori. Ok, merci à vous. Pour revenir sur la gendarmerie, Oui, monsieur vous Léger. avez parlé tout à l'heure des loyers. Mhm. Vous avez une idée à peu près de ce que ça va rapporter à la commune? Dans l'immédiat, Non, non, mais on n'a c'est- pas encore. Non. On n'a pas encore le montant. On devrait. Non, normalement, ça devrait être autour de 220 000 €, mais j'ai pas par an, mais j'ai pas encore le chiffre affiné.
Donc ce Ça, sera... ça va couvrir normalement notre emprunt. D'accord, c'est là. Voilà, bon, Tout vous à fait. avez répondu à ma deuxième question, merci. Voilà. Mais la somme sera encore à affiner. Je n'ai pas encore la somme exacte. Vous avez d'autres questions? Non. Donc, je peux dire que nous avons eu un échange autour de ces... D'accord. Il y a un petit mot encore sur les écoles. Oui, je voudrais juste revenir 2 secondes sur les écoles. Donc, c'était mon ancienne délégation. Et on a débattu justement le jour de la commission des finances sur ce sujet-là, et notamment sur la question de savoir pourquoi cibler particulièrement une école pour la rénovation plus qu'une autre, et sur l'ensemble du programme. Donc, je voulais juste apporter quelques précisions. Il y a eu beaucoup de travaux réalisés dans les écoles. Il y a des travaux qui sont visibles, d'autres qui ne le sont pas. On parle souvent de rénovation des écoles dans le sens rénovation énergétique. Aujourd'hui, avec le changement climatique, effectivement, c'est devenu une nécessité. Et notamment en été, à partir du mois de mai-juin, où on commence à avoir des fortes chaleurs, et notamment des journées canicules comme les 2-3 dernières années. Donc ça, on en a bien conscience. Malgré tout, des travaux sont engagés. On ne peut pas privilégier une école plus qu'une autre. Aujourd'hui, vous ciblez un petit peu l'école Pauline Kergomar, puisque c'est notre projet effectivement de rénovation avec un projet, une étude aujourd'hui qui est lancée. Les travaux sont en cours de travail avec le plan, avec l'architecte. Ça va sortir dans l'année, voilà. Malgré tout, ce sont des travaux qui coûtent extrêmement cher. Donc, nous devons absolument passer par des recherches de subventions. Les recherches de subventions prennent beaucoup de temps. Voilà, donc ça compte aussi beaucoup. Mais il n'y a pas que la rénovation énergétique des bâtiments. Il y a aussi tout ce qui est rénovation de l'électricité, le passage en LED qui fait des économies. Il y a plein de choses. On a fait les cours Oasis, on en a fait quand même 2 qui permettent de rafraîchir aussi à la cour. Il y a la création d'une pergola sur une maternelle, création d'un préau végétalisé sur une autre maternelle. Donc la rénovation énergétique, certes, mais il y a d'autres formes de rénovation des bâtiments. Et aujourd'hui, on possède quand même 7 établissements scolaires qui nécessitent des travaux. On en est bien d'accord, on ne l'a jamais caché. Malgré tout, on n'est pas tributaire non plus de la carte scolaire. C'est l'éducation nationale, comme vous l'avez bien rappelé, Monsieur Saulzé. On ne sait jamais sur quelle école ça va tomber. Il faut bien qu'on rénove. Donc, du coup, on lance un projet. Pauline Kergomar a de faibles effectifs. Ça, je le concède, il n'y a pas de souci. Il y a une classe autiste spécialisée, donc, qui apporte un vrai besoin. Ces enfants ont également besoin d'un certain confort. Donc, voilà aussi une raison de l'avoir ciblé. C'est peut-être pas le plus gros effectif. Et quand bien même, s'il devait arriver une triste nouvelle au niveau de l'éducation nationale de fermer encore des classes, et je ne parle pas de fermeture d'école, mais je parle bien de fermeture de classe, le bâtiment, de toute façon, on est toujours propriétaire, donc il pourrait toujours avoir une autre destination. Donc que ça soit pour les enfants, pour les aînés ou pour des services administratifs, un bâtiment qui est rénové reste un bâtiment rénové. Donc effectivement, il y a des choix à faire. On a priorisé celle-là. On a rénové aussi beaucoup sur Varennes-Bourg, sur l'école Romain Rolland, maternelle, j'entends. L'école Romain Rolland élémentaire a un projet également de rénovation, mais qui coûte terriblement cher. Il y avait également, et Monsieur Morin vous l'a très bien expliqué, un projet de photovoltaïque, mais qui n'est pas possible, enfin qui est techniquement possible sur Romain Rolland élémentaire, mais financièrement qui serait complètement délirant, dans le sens où il faudrait si je ne me trompe pas, poser les panneaux photovoltaïques, et le jour où on rénove le bâtiment, il faudra les déposer à nos frais et les reposer à nos frais également. Donc tout ça se réfléchit, c'est long, et on a beaucoup de bâtiments et d'écoles, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, et je vous ai proposé également de vous en dresser les principaux projets, si ça pouvait vous intéresser. C'est ma délégation de cœur. Merci. Merci Madame Bidot pour toutes ces précisions nécessaires pour justement la transparence. C'est important. Donc je vous propose donc de voter pour dire si nous avons mené un débat d'orientation budgétaire. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Des oppositions? Des abstentions? Écoutez, chers collègues, je vous remercie. Donc, nous allons poursuivre par le règlement budgétaire et financier de la ville. Et donc, je vais passer la parole à Madame Bidot. Donc, merci Madame le maire. Excusez-moi. La mise en œuvre de l'instruction budgétaire et comptable M57 nécessite que la ville de Varennes-Vauzelles se dote d'un règlement budgétaire et financier. La rédaction d'un règlement budgétaire et financier a pour premier objectif de rappeler au sein d'un document unique les règles budgétaires, comptables et financières qui s'imposent au quotidien dans la préparation des actes administratifs. Le document qui a été joint en annexe à l'ordre du jour a pour finalité de décrire les procédures de la collectivité, de les faire connaître avec exactitude et de donner pour objectif de les suivre le plus précisément possible. De créer un référentiel commun et une culture de gestion financière que les directions et les services de la collectivité se sont appropriés. De rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes. De combler les vides juridiques, notamment en matière de gestion pluriannuelle, autorisation d'engagement, autorisation de programme et crédit de paiement. Le présent règlement budgétaire et financier s'articule autour de 4 axes principaux. Le cadre budgétaire, l'exécution du budget, la gestion de la pluriannualité, les dispositions diverses. Le document joint au présent ordre du jour a été examiné en commission des finances et de la santé le 2 avril dernier. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adoption du règlement budgétaire et financier qui entrera en vigueur à compter du 9 avril 2026. Je vous remercie. Merci Madame Bidot. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce règlement? Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions par rapport à l'adoption de ce règlement budgétaire? Je n'en vois pas. Merci à vous. Donc, Madame Bidot va poursuivre avec le pouvoir du maire et complément délégation permanente et le recours à l'emprunt. Merci Madame le maire. Décidément, je m'excuse, mais en vertu de la délibération en date du 28 mars 2026 portant délégation permanente du conseil municipal et selon le paragraphe 3, de procéder dans la limite de 2 millions d'euros annuels fixés par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et petit a de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du petit c de ce même article, et de passer à cet effet aux actes nécessaires. Il convient d'en préciser la teneur et d'adopter les dispositions suivantes. Article 1. Le conseil municipal donne délégation au maire en matière d'emprunt et de gestion de dette pendant toute la durée de son mandat, conformément aux termes de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et dans les conditions et limites ci-après définies. Article 2. À la date du 1er mars, l'encours total de la dette, budget principal, est de 3 871 666,13 €. L'article 3. Le maire reçoit délégation aux fins de contracter les emprunts à court, moyen ou long terme destinés au financement des investissements selon les modalités définies ci-après et dans la limite du plafond d'emprunt voté par le budget annuel. Néanmoins, et en tout état de cause, tout prêt d'un montant de plus de 2 millions d'euros ou et de plus de 40 années devra donner lieu à approbation spécifique du conseil municipal. Les prêts seront conformes aux dispositions, limites et conditions posées par les articles L 1611-3-1 et R 1611-33 du Code général des collectivités territoriales concernant les taux et formules d'indexation auxquels peuvent recourir les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours lorsqu'ils souscrivent des emprunts auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement. Eu égard au caractère concurrentiel de ce secteur d'activité, il est procédé à la consultation d'au moins 2 établissements de crédit ou sociétés de financement. Les prêts pourront comprendre une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessous. La faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,
La faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du ou des taux d'intérêt. La possibilité de recourir à des opérations particulières comme des emprunts obligataires ou des emprunts en devise, des droits de tirage échelonnés dans le temps avec la faculté de remboursement anticipé et ou de consolidation. La possibilité d'allonger la durée du prêt, la possibilité de procéder à un différé d'amortissement, la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. Par ailleurs, le maire pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans chaque contrat de prêt initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. Enfin, le maire pourra conclure toute opération de gestion de dette et ou de refinancement des emprunts avec ou sans règlement d'une indemnité de remboursement anticipée dans les mêmes limites que celles décrites ci-dessus. Article 4. Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qui est susceptible de subir le marché, la commune peut recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre d'éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de profiter d'éventuelles baisses. En conséquence, le conseil municipal donne délégation de compétences au maire pour négocier et signer tout contrat de couverture de risque de taux répondant à l'objectif précité. Les contrats de couverture seront conformes aux dispositions et conditions posées par les articles L 1611-3-1 et R 1611-33 du Code général des collectivités territoriales. En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de la dette et le montant de l'encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut excéder l'encours global de la collectivité. La durée des contrats de couverture ne pourra excéder celle des emprunts auxquels ces contrats sont adossés. Eu égard au caractère concurrentiel de ce secteur d'activité, il est procédé à la consultation d'au moins 2 établissements de crédit ou sociétés de financement. Il s'agit là de dispositions purement législatives. Ce dossier a été examiné en commission des finances et de la santé du 2 avril dernier. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les dispositions susmentionnées qui viennent compléter la délégation permanente concernant le recours à l'emprunt que le conseil municipal a donné à Madame le maire lors de sa séance du 28 mars dernier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc effectivement, ce sont des dispositions que nous devons lire. C'est un peu redondant, mais c'est purement législatif. Et donc, il vous est donc proposé d'approuver ces dispositions obligatoires. Est-ce que... Oui, monsieur Léger. Pourquoi 2 millions? Que je regardais les emprunts contractés jusqu'à présent, le plus, ça a été 1,2 million. Là, le plus de 2 millions. C'est juste une question. Hein. Je trouve que... Bon. Oui, c'est jusqu'au quoi. maximum. C'est le maximum qui a été revu à 2 millions. Hein. C'est le plafond. Oui, c'est le plafond. Donc, vous vous mettez au plafond. Hein. Non, parce que jusqu'à présent, la commune n'avait jamais... c'est le plafond qui est lié à notre strate de collectivité, hein, ni plus ni moins. Donc, c'est le plafond maximum légal. Merci. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes tous et toutes d'accord pour approuver ces dispositions réglementaires? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie beaucoup, chers collègues. Donc, on va passer donc à la dernière... donc qui concerne la désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du collège. Donc, nous devons désigner 3 représentants du conseil municipal titulaires qui vont donc siéger au conseil d'administration du collège Henri Vallon et aussi 3 suppléants. Effectivement, nous concernant, donc nous avons désigné Madame Laurence Jonas et Monsieur David Roy. Donc, je proposais une personne supplémentaire et en Madame Barroso, si elle accepte. Elle accepte, oui. D'accord. On vous remercie de cette place dans ce siège. On vous remercie. Est-ce que Monsieur Léger, vous voulez mettre une personne suppléante? Non?
Donc, est-ce que vous avez une personne suppléante à Madame Oui, Barroso à nous proposer? oui, ce sera Monsieur Bérou. Monsieur Jérôme Bérou. Donc, nous, concernant, il y a Madame Jonas et Monsieur Roy. Donc, c'est pareil, je vais poser la question. Si autour de la table de suppléants. Madame Dubois. S'il n'y a personne, je veux bien l'être. Hein. Je plaisante. Madame Dubois et puis donc Madame Bidot. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Il n'y avait pas de questions diverses. Donc, écoutez, je vous donne rendez-vous, chers collègues, donc au prochain. Il faut voter? Non. Non, on a désigné les... Si, il faut voter. Ah, pardon. Donc, est-ce que tout le monde est donc d'accord avec la désignation de ces personnes, si vous voulez que je vous les renomme? Donc, Madame Laurence Jonas avec comme suppléant Madame Stéphanie Dubois, Monsieur David Roy avec comme suppléante Madame Véronique Bidot, Madame Laurie Barroso avec comme suppléant Monsieur Jérôme Bérou. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour nommer toutes ces personnes? Avis contraire, abstention? Je n'en vois pas. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, je vous donne donc rendez-vous pour le prochain conseil municipal, donc le 28 avril à 18h. Donc, la commission de finances qui aura lieu lundi. Lundi, 17h30. Et puis, peut-être d'autres commissions. Je ne sais pas s'il y a d'autres commissions en cours. Donc, vous serez conviés effectivement aux autres commissions. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée à vous tous.